voit que les élections locales et provinciales qui ont été prévues pour 2012 ont été retardées pour une période indéterminée. Également, on ne voit rien qui ressemble à la décentralisation du pouvoir au Congo. De nouveau, la Belgique continue à manquer une opportunité de faire une déclaration contre le président Kabila et le régime. De nouveau, Kabila pourra monter un show en cachant la misère dans laquelle le peuple congolais vit maintenant. Mesdames et messieurs, j'espère que d'autres pays présents sauront tout de même que certains pays présents respecteront une certaine éthique et dénonceront les régimes de Kabila. Indépendamment de la discussion sur la légitimité du régime du président Kabila, la situation entendue doit continuer à retenir notre attention. Le Congo est notre partenaire numéro 1, qui reçoit des montants considérables d'aide au développement. En outre, notre pays participe à la MONUSCO avec un avion, un C-130 et un détachement de l'armée. Comme l'a dit le ministre, nous soutenons aussi la formation de l'armée et de la police en RDC. Nous devons vraiment voir des résultats et pas seulement entendre des mots. Et c'est pour ça, mes chers amis, que la NVA continuera à pousser le sujet du Congo sur l'agenda parlementaire si la élite congolaise continue à ne pas tenir compte avec les réformes exigées, la coopération devra être réévaluée. Voilà. En fait, je pense qu'il est important de préciser quelque chose. La NVA, c'est probablement le parti le plus puissant aujourd'hui en Belgique, mais c'est un parti qui n'est pas au pouvoir. Ça veut dire qu'on peut tout demander, mais la NVA n'a pas une baguette magique pour changer la situation. Alors, évidemment, il y a des questions qui ont été posées dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à la situation en 2014, il faut savoir que si la NVA arrive au pouvoir, il y a des choses qu'un parti au pouvoir peut faire dans le cadre de ce qu'on appelle les conditionnalités, qui sont des mécanismes et des principes dans tout ce qui est relations bilatérales entre deux pays. Ça veut dire qu'il y a des conditionnalités politiques dans lesquelles on trouve les questions de droits de l'homme, il y a des conditionnalités économiques, et par rapport à ces choses-là, je pense que la NVA pourra faire beaucoup de choses. Alors, enfin, je veux dire, nous demandons à la NVA qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Je crois qu'il est important aussi de nous demander à nous-mêmes qu'est-ce que nous comptons faire pour que nos partenaires éventuels puissent nous aider. Il ne suffit pas de tendre la main. Je pense qu'il faut avoir une stratégie. Et dans mon exposé introductif, j'ai bien expliqué quelle doit être notre démarche, quelle doit être notre attitude, quelle doit être notre stratégie. Est-ce que nous en avons une? Je ne crois pas. Donc travaillons à partir de maintenant pour présenter quelque chose de clair à la NVA et alors demander à ce moment-là à la NVA, voilà là où nous vous attendons. Si nous ne faisons pas cela, nous perdrons encore le temps et encore. Voilà. Au Congo, nous avons grandi avec le flamand. C'est eux qui ont fait l'erreur de ne pas nous apprendre le flamand quand on était au Congo. Voilà, je voulais un peu dire ça et rassurer que nous ne pouvons plus essayer de faire comprendre que les Congolais sont contre la NVA. Non, nous ne sommes pas. La lutte que fait la NVA, ça devient aussi la même lutte que nous faisons quand nous sommes au pays, parce que c'est la même chose. Je voulais seulement dire deux choses. La première, je voulais poser la question, si aujourd'hui, les Congolais s'organisaient faisaient un haut conseil pour la libération du Congo, est-ce que la NVA pourrait bien nous soutenir? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est celle-ci. Que la Belgique donne des avis sur ce qui se passe en Syrie. Mais nous savons bien qu'au Congo, non seulement il y a des viols, il y a aussi l'utilisation de l'arme chimique par les agresseurs contre, c'est ce que nous appelons communément dans le monde du Congolais, nous l'appelons le poison. Mais c'est chimique. Et il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Et dernièrement, on vient de perdre encore quelqu'un de très important de la communauté chrétienne par cette guerre chimique-là. Est-ce que
quelle est la position d'NVA? Est-ce que la NVA peut-il se mettre aux côtés des Congolais ou être l'interlocuteur du Congolais pour faire comprendre cet aspect de l'utilisation du poison, de l'utilisation de cette arme chimique comme moyen d'exterminer les Congolais aussi? Voilà, donc je me présente, je m'appelle M. Kouta, je suis président d'un parti politique au Congo, le Parezo, mais en même temps aussi je suis le chargé des relations extérieures de l'AMPP, donc la majorité présidentielle populaire, qui est la plateforme de soutien au président élu, M. Etienne Tshisekedi. Et en fait, je ne suis pas là pour une question, mais c'est surtout pour une exhortation et une demande, comme je l'ai fait partout où je passe. En fait, on m'a dit que vous étiez aussi membre de la Commission des Affaires étrangères. Voilà, donc moi là, je viens pour le cas de votre collègue, ancien député, M. Eugène Diomi Ndongala, qui plusieurs fois arrêté et aujourd'hui, depuis le 9 avril, il est en prison à Makala, malgré les ordonnances de libération de la Cour suprême de justice. Mais à ce sujet-là, ce qui m'a beaucoup étonné, qui continue à m'étonner jusqu'à présent, je n'ai vu aucun parti politique, que ce soit la NVA, que ce soit surtout les partis de la majorité, donc, au Parlement, lever le doigt pour taper le poing sur la table pour demander la libération de M. Eugène Diomi Ndongala, qui, comme je vous le répète, est d'abord président d'un parti politique, ensuite notre porte-parole, et puis député, bien qu'il ait été radié injustement avec le Félix Tshisekedi et les autres et tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaiterais, en tout cas je souhaiterais, que dans le jour à venir, parce que je suis passé au cabinet de Didier Reynders à plusieurs fois, jusque-là et avant son voyage, mais il n'y a pas de résultat. Est-ce que ce que je sollicite de votre part, c'est de mettre ces sujets à l'ordre du jour et surtout à la Commission des Affaires étrangères, parce que M. Eugène Diomi Ndongala est dans un état de santé, disons, très déplorable. Merci bien, chers amis. D'abord, concernant la question de M. Kouta, c'est ça? Oui, Kouta. Donc, je n'étais pas courant de l'affaire de M. Ndela. Oui. Je vous promis que je vais poser une question au Parlement concernant la situation. Je sais, et quelqu'un m'a tenu au courant de l'aspect qu'il y a beaucoup de problèmes avec des députés au Parlement. On m'a dit que depuis quelques semaines, il y a des députés qui sont royés pour des autres raisons. Ce sont surtout des députés qui sont élus pour des partis de l'opposition. Leur situation est difficile aussi. Et donc, on sait très bien que le Sénat, par exemple, sous la présidence de M. Kengo Adondo, qui siège encore depuis 2006, c'est pas démocratique, parce que ce sont surtout les conseils régionaux qui doivent désigner les sénateurs. Mais donc, je suis très bien au courant du fait qu'on a discuté au Parlement et au Sénat au Congo concernant le revenu. Vous savez, ils touchent beaucoup, au Congo. Et ça, c'était une discussion pendant plusieurs semaines au Parlement et au Sénat du Congo. Mais donc, concernant la situation de M. Ndela, je m'excuse, de temps en temps c'est difficile la prononciation des noms, mais je vous promets de poser une question à notre ministre des Affaires étrangères pour connaître vraiment sa situation de cette députée qui était élue aux élections législatives en 2011. Bien sûr, avec la NVA, on veut soutenir, je dis toujours, le peuple congolais. Quand je dis le Congo, on ne veut pas du tout soutenir le régime ou la présidence. C'est un régime qui est, suivant plusieurs personnes, qui n'est pas démocrate. Il y avait une fraude, pas pendant les élections, mais surtout après les élections,
de novembre 2011. Et donc, on ne peut pas soutenir un régime qui n'a pas respecté les jeux démocratiques. Et donc, notre ministre des Affaires étrangères, M. Reinders, a dit oui, mais il y avait probablement des problèmes, mais quand même, c'est difficile à prouver qu'il y avait des problèmes, mais on savait très bien, il y a plusieurs rapports, rapport de l'Union européenne, rapport de l'Institut Carter, plusieurs rapports de différentes églises, l'Église catholique surtout. Et donc, je trouve qu'il faut être très sévère vis-à-vis de cet régime. Surtout parce qu'ils ont fait des promesses, mais ils n'ont jamais tenu les promesses. Il n'y a pas des élections locales. Ce qu'il doit faire, c'est aussi respecter la décentralisation du pays. Il faut créer aussi une élite locale. Il ne faut pas seulement regarder vers Kinshasa, mais il faut partout dans ce pays, qui est un pays très grand, un pays très important, mais il faut surtout créer aussi une élite locale, une démocratie locale qui est très importante pour le développement du pays. Et avec la démocratie, il ne faut pas commencer en haut, il faut toujours commencer en bas. Toujours commencer en bas. Et ça, c'est un problème de la communauté internationale qui n'a pas été respectée. Maintenant, on regarde seulement vers les élections présidentielles et les élections législatives, mais les élections locales et provinciales, ce sont aussi très très importants pour une vraie démocratie. Deuxième aspect, c'est bien sûr les droits de l'homme. On connaît la situation très difficile dans l'Est du Congo. Vous avez parlé des armes chimiques dans l'Est du Congo. Je sais très bien que la situation n'est pas améliorée depuis des mois. On connaît l'accord d'Addis Abeba. Il y a des responsabilités pour, bien sûr, les pays voisins, le Rwanda et le Burundi. Il y a une responsabilité aussi pour la communauté internationale, mais il y a une responsabilité aussi pour le gouvernement au Kinshasa. Et ça veut dire créer une police, créer une armée, et donc créer un état de droit dans le pays, une justice objective, une justice neutre. Et ça, c'est encore des problèmes qui ne sont pas été résolus par le régime, par le président Kabila. J'étais en 2011 au Kinshasa, j'étais aussi à Lubumbashi. On a visité plusieurs villages dans le nord de Lubumbashi. J'étais étonné parce que c'est un pays formidable. C'est un pays aussi avec beaucoup de possibilités, avec aussi des richesses naturelles. Mais je vois aussi une pauvreté dans ce pays formidable. Une pauvreté dans un pays qui pourrait être l'exemple pour l'Afrique. Parce que c'est assez grand et c'est un pays avec beaucoup de possibilités et avec beaucoup de richesses naturelles. Mais malheureusement, le peuple congolais ne reçoit pas les avantages de cette richesse. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui reçoivent seulement les avantages. Et donc, il faut être sévère vis-à-vis le régime, vis-à-vis le président Kabila. Et j'étais aussi un peu étonné, parce que j'ai rencontré aussi M. Tshisekedi il y a 2 ans, mais j'étais un peu étonné du fait qu'on ne voit pas beaucoup d'opposition. Mais je comprends ça. Il y a, comme vous avez expliqué, il y a les problèmes avec les députés qui sont élus pour l'opposition. Il y a aussi beaucoup de partis dans le Parlement congolais. C'est un autre... je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais bien il y a des partis qui ont un élu au Parlement, plusieurs partis. Et ça, c'est bien sûr difficile pour regrouper l'opposition au Parlement congolais et au Sénat congolais. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très important. Comment est-ce qu'on peut regrouper l'opposition et créer une vraie opposition contre cet régime? Je m'appelle Dunia Luminango Badia Harisha.
Je suis le co-coordonnateur du bureau extérieur du mouvement national congolais Lumumba. Ma question est simple et fondamentale. Comme vous le savez, nous les Lumumbistes, nous tenons à l'unité et à l'intégrité territoriale du Congo. Et comme vous le savez, la Belgique, depuis les années 60, a tenté de balkaniser ce pays avec la sécession du Katanga et la sécession du Sud Kasaï. Au jour d'aujourd'hui, où l'on parle du développement durable, vous venez de le dire que les pays européens soutiennent le statu quo politique au Congo. Vous venez de le souligner que le Congo est le premier partenaire de la Belgique. Lorsque j'entends parler du NVA, on le présente comme un parti qui veut diviser la Belgique. La question est donc de savoir si telle est la vision du NVA, je m'en doute, quelle est la position du NVA concernant l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays, que les Belges vantent de la main gauche comme étant le génie du roi Léopold II, et de la main droite, ils veulent marcher sur ce génie-là pour balkaniser le Congo. Oui, bonjour, moi c'est Marie-Claire Loussamba. Donc on a une association qui vient de s'ouvrir et ça s'appelle Défense des Congolais d'origine et du Congo jusqu'à l'infini. Donc, seulement qu'on a beaucoup souffert, donc on a aussi subi, on a vu, c'est vrai, c'est rigolo, mais pourquoi on a dit jusqu'à l'infini? Il y a eu une marche qui s'était organisée, soi-disant les Rwandais contre les Congolais, le 18 août 2012. Alors il y a eu des Congolais qui ont été arrêtés sans même pas qu'on ait demandé leur carte d'identité, quoi. Donc, ils étaient arrêtés puisqu'ils ressemblaient aux Bantous. Voilà pourquoi j'ai connu même des jeunes filles qui ont été arrêtées. Malgré, ils ont dit, oh, on n'était pas Congolais, ils étaient embarqués comme ça puisqu'ils ressemblaient aux Bantous. Alors, finalement, on s'est dit, c'est la chasse aux Congolais d'origine. Il y a eu aussi d'autres pays angolais qui ressemblaient aux Bantous, ils ont été arrêtés. Voilà pourquoi, comme on a rigolé, j'ai expliqué un peu le pourquoi. Bon, pour commencer, je vais vous remercier énormément. Moi, je suis NVA de près. Je sais que NVA essaie de nous aider, peut-être indirectement, mais comme papa vient de dire, peut-être il faut que ça soit à 100% visible. Les gens qui vous suivent, qui vous lisent, ils savent voir que vous aidez, vous intervenez, vous critiquez Didier Reynders et tout ça. Moi, je suis de près. Et coup de chapeau pour ça, mais peut-être un peu plus visible. Donc, je vais poser une question. Ma question en est que Didier Reynders, comme vous venez de le signaler, ça fait 4 fois qu'il a été au Congo successivement. Le Congo est devenu comme si on nettoyait ça, hein? On va nettoyer un peu sa poussière. Là, c'était devenu normal, malgré que vous lui dites ça ne va pas, tout ça, mais il se permet toujours d'aller. Est-ce qu'il est plus fort que vous, Didier Reynders et Louis Michel qui ont détruit le Congo? Sont-ils plus forts que vous-même? Et pourquoi vous ne pouvez pas dire maintenant c'est fini, vous n'allez pas quitter ici? Comme exemple, monsieur a parlé aussi de Laurent Louis, puisque lui, il déclare clairement ça ne va pas. Exemple, Didier Reynders, et dernièrement, il a été photographié avec des trafiquants de drogue, tout ça. Mais vous, de la NVA, vous ne pouvez pas taper sur la table et dire maintenant c'est fini, messieurs, ça s'accumule un peu de preuves. Comme nous, on était aussi au Parlement, au moment où il est allé au Congo, il a récolté 48 noms soi-disant de l'UDPS pour pouvoir appuyer son action là, pour que Kanambela continue encore au Parlement. Tout ça, vous voyez un peu tout ça, c'est un peu de trop. Est-ce qu'il y a moyen de dire maintenant, messieurs, c'est fini, maintenant arrêtez? Puisque c'est comme s'il se croyait plus fort même que vous-même, puisque nous on nous dit, quand on nous arrête, moi je suis belge,
On m'arrête, on ne va pas me dire que je suis belge, directement congolaise. Lui aussi, il est d'origine, il n'est pas belge d'origine. Donc, à un moment donné, on peut mettre les choses claires. Monsieur est arrêté. Puisque c'est comme s'il vendait aussi la Belgique. On n'obtient pas la nationalité après pour vendre aussi un peu. Et puis, l'image de la Belgique. Il y a aussi une question. Pourquoi, quand les Congolais veulent traiter avec d'autres Européens ou autres pays, on nous dit toujours il faut voir avec la Belgique? Est-ce que nous sommes sous tutelle? Est-ce que nous sommes la chose de la Belgique? Ou c'est ça qu'on aimerait aussi savoir notre position? Merci beaucoup. La première question, donc la question concernant l'unité du pays, du Congo. Vous avez très bien dit, vous êtes Lumumbiste, président du parti, ou ancien président du parti. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire avec l'unité du Congo. C'est pas à moi à dire. Mais je sais très bien, dans la constitution congolaise, c'est décrit qu'il y a des provinces, plusieurs provinces au Congo. Correct ou pas? Oui. Donc, il faut respecter aussi la décentralisation du pays. Oui. Oui, ça, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas à moi de dire il faut changer ce pays vers un pays fédéral ou confédéral ou un pays unitaire. Ce n'est pas à moi de dire, c'est le choix des Congolais. Et donc, mais il faut respecter aussi la décentralisation. Et, comme j'ai déjà dit, il faut créer une élite locale, une élite dans les villes, dans les villages, dans les provinces. Et ça manque à ce moment au Congo. Donc, il y a une élite. Ici, en Belgique, on voit seulement ce que le gouvernement congolais fait, ce que le président Kabila fait, mais on ne respecte pas, ça c'est mon idée, on ne respecte pas assez la démocratie locale. Comme j'ai dit, il faut commencer en bas avec créer une démocratie en bas, une démocratie locale, une démocratie décentraliser ce qu'on dit. Donc, c'est pas à moi de dire il faut balkaniser le pays, pas du tout. Je sais très bien, c'est un pays très grand, je pense pas que c'est le pays le plus grand, mais c'est, après l'Algérie, je pense c'est le deuxième. C'est le troisième. Non, le deuxième. Après Soudan, parce qu'avant c'était Soudan, maintenant c'est l'Algérie, et puis c'est... ouais. Et donc, mais il faut respecter la décentralisation. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez dans votre pays. Vous avez demandé, monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec la NVA au Parlement? Et vous faites une référence à monsieur Laurent Laoui. Je sais, de temps en temps, il intervient concernant la situation de votre pays. Et on le soutient dans ce dossier, mais pas dans des autres dossiers de M. Laurent Louis. Peut-être dans la presse francophone, vous lisez beaucoup de ce que M. Laurent Louis fait au Parlement, mais de temps en temps, il y a aussi des choses qui sont inacceptables pour nous. Et je ne parle pas concernant son point de vue du Congo, mais concernant des autres dossiers. Vous savez très bien, il a aussi des liens avec les partis islamistes ici en Belgique, et ça, c'est un peu difficile pour nous pour soutenir M. Laurent Louis dans son combat avec les islamistes ici en Belgique. Mais concernant le dossier du Congo, on le soutient. Et je peux vous dire aussi, peut-être vous ne lisez pas ça dans la presse francophone, mais notre parti, moi-même et mon collègue au Parlement, le député Peter Leux, il pose plusieurs fois des questions concernant la situation. Je peux vous dire aussi, j'ai déposé déjà une question concernant le dernier voyage de M. Reinders il y a 2 semaines. Et donc, ça veut dire dans 1 mois ou peut-être dans 2-3 semaines, on aura la réponse de M. Reinders. Je peux vous dire aussi, on a demandé qu'il y aura une commission si vite possible dans le Sénat et dans la Chambre concernant le voyage de Didier Reinders.
Vous avez parlé aussi, Madame Marie-Claire, c'est ça? Oui. Concernant ce que Monsieur ministre Michel, l'ancien ministre Michel et ministre Reinders fait, vous dites, et ça c'est une réalité, ils sont plus forts, ça c'est une réalité, mais ils sont au pouvoir, ils sont dans le gouvernement, et malheureusement, je suis président d'une commission, mais je suis en opposition. Ça veut dire qu'il a des relations avec le gouvernement congolais, mais il ne critique pas le régime. Il veut avoir des bons liens, il regarde aussi l'économie, mais surtout l'économie belge, les entrepreneurs belges qui ont, pour avoir des bons contrats dans votre pays, mais je n'ai pas l'impression qu'il parle des droits de l'homme, qu'il parle des situations difficiles. Je ne pense pas qu'il a parlé concernant les élections locales, les élections provinciales. Ça, il n'a pas fait. Et donc, il était là pour la nouvelle ambassade à Kinshasa, mais pour moi, ce n'est pas l'aspect le plus important. Pour moi, il doit faire des autres choses. Il doit parler avec le régime, avec le président, avec le premier. Pour moi, il doit contacter aussi l'opposition. Je trouve que c'est très important d'avoir des liens avec la société civile, avec plusieurs partis, avec l'opposition, même avec M. Etienne Tshisekedi. Je comprends qu'il a parlé avec Kabila, mais il faut dire la vérité aussi. Il faut dire la vérité concernant tous les problèmes dans votre pays, surtout dans l'est du Congo, avec la guerre qui n'est pas encore malheureusement arrêtée. C'est Cheikh Fita du journal en ligne congolais de Belgique. J'aurais dû poser une question dans la première partie par rapport au Congo, mais je vais essayer de faire un lien avec ce que vous avez dit. C'est à propos de l'immigration. Il y a une grande immigration congolaise ici en Belgique, personne ne s'en doute. Et effectivement, le Congolais a souvent l'impression d'être stigmatisé par la politique belge. Et nous aimerions savoir ce que la NVA fera davantage, plus clairement, par rapport à cette stigmatisation si elle est passée à l'exécutif lors des prochaines élections. Et parlant des élections, vous avez parlé effectivement du commencement de la démocratie par la base, et vous avez bien fait de souligner cela parce que c'est depuis 2002 qu'on avait décidé à Sun City qu'on commence par les élections par la base. Et aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Et dans l'entretemps, M. Kabila a fait revenir M. Malou, qui a des liens assez étroits avec une entreprise belge, ZS, pour ne pas la citer. Et vous savez, c'est que le fichier électoral géré par la ZS a fait comme dégâts dans le processus électoral congolais. Et donc, ma préoccupation, c'est celle-ci. Qu'est-ce que la NVA nous promet comme suivi dans ce dossier-là? Parce que Malou, il est parti, il est revenu, mais il a gardé ses relations avec ici en Belgique. Est-ce que nous pouvons espérer qu'assez rapidement, on peut voir un peu plus clair? Parce qu'en plus, le Congo étant considéré comme un pays à haut risque, donc l'Office du Croire assure donc le financement, même s'il y a des risques. Et j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire au niveau du Parlement et au niveau donc des interpellations du gouvernement belge. Voilà ma question. La première, c'est que, si je me souviens bien, même sur le site de M. Cheikh Fita, il y a la liste des entreprises qui profitent de la guerre au Congo. Et sur cette liste-là, il y a, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, des entreprises belges. Et s'il n'y a pas seulement des entreprises belges, il y a des entreprises de l'Union européenne parce que la Belgique est dans l'Union européenne. C'est juste une prudence de langage. Et alors, que pense la NVA? Qu'est-ce que la NVA a déjà fait pour dénoncer cette situation? Parce que je sais que moi, en tant que Belge, aujourd'hui, je profite aussi de cet argent indirectement qui rentre dans ces entreprises. Mais cet argent qui rentre dans ces entreprises belges, c'est de l'argent qui provient du sang des Congolais. Êtes-vous d'accord avec cette situation? Deuxième question.
Il me semble que les années ne font que s'écouler. Depuis que Chebeya a été retrouvé mort, je ne vais pas dire assassiné, l'activiste des droits de l'homme. En dehors de lui, il y a eu Armand Tungulu. J'ai parlé d'abord de Chebeya, et ensuite d'Armand Tungulu qui a été aussi assassiné à Kinshasa. Et en 2011, pour ceux qui ont participé aux élections au Congo, ils savent qu'il y a eu des morts tués par la police congolaise, qui a donné l'ordre à cette police congolaise. Et dans cette situation des droits de l'homme, aujourd'hui, vous avez osé dire ici que vous voudriez qu'il y ait des droits de l'homme au Congo, qu'on les respecte. L'ANVA ne peut-elle pas demander qu'il y ait une enquête parlementaire au Congo? Vous êtes du Sénat, vous savez comment le mécanisme fonctionne, pour que la vérité soit dite. Et faire pression pour qu'un jour on connaisse la vérité sur cette affaire de Chebeya et d'Armand Tungulu. En 2010, je pense bien, il y a eu certains Congolais qui étaient avec nous lorsque nous avions rencontré l'ancien ministre de la Défense, l'actuel président du Parlement, André Flao, sur le boulevard d'Empereur. Il nous a dit que quand il était ministre des Finances, il a voulu moderniser l'armée congolaise. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moderniser l'armée congolaise, disait-il? Nous avions demandé que l'armée prenne des machettes pour être une armée moderne, aller faire des champs et tout ça pour produire des choses. Très bien. Bonne pensée. Mais pendant ce temps, nous sommes attaqués par le Rwanda, qui est fourni en armes par certains pays de l'Union européenne. Comment voulez-vous que nous puissions nous défendre? Êtes-vous complice de cette situation? Parce que votre silence est pesant, il est lourd. Aussi bien de la LVA que des autres partis politiques, aussi bien de la Belgique que de l'Union européenne dans l'ensemble. Une autre question, je me pose chaque fois que je vais à Kinshasa, je vois fleurir des banques au Congo, où la population, non je ne vais pas parler de toute la population parce que ce serait peut-être l'insulter, je ne voudrais pas insulter mon peuple, où un enseignant, on lui a promis depuis les accords de Mboudi, $100 par mois, et qu'il n'a pas encore, parce que cet accord n'est pas encore mis en œuvre. Donc, il a $30, ou l'équivalent de $30. Je connais des gens qui sont dans l'administration au Congo, qui touchent l'équivalent de $70 par mois. Mais qui épargne dans ces banques-là? Est-ce que le Congo est devenu un paradis fiscal? Si c'est un paradis fiscal, et alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mener une enquête pour savoir quels sont les administrateurs de ces banques qui en profitent? Et au profit de qui? Peut-être aussi de moi, belge. Mais je ne suis pas content de cette situation-là, de continuer à exploiter les autres pour que moi je vive. Une autre question que j'allais poser s'adresse directement à la NVA, mais j'aurais bien voulu la poser à M. Barthe de Weber directement, en tant que bourgmestre d'Anvers. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu parler du droit d'inscription à Anvers s'élevant à 250 €. Je peux me tromper, ou à plus de 100, quelque chose. Que ça soit 150 ou 200. Je prends d'abord la base de 250. 250 € représente le 5e du salaire moyen en Belgique. Le tiers du revenu de remplacement. Et vous voulez que les gens viennent habiter la Flandre parce que vous êtes ouverts à l'immigration et à l'intégration, et vous leur demandez, pour qu'ils s'installent, qu'ils donnent le 5e de leur revenu, de leur salaire. Est-ce que c'est une situation qui encourage l'intégration? Est-ce que ce n'est pas cela qui prête le flanc à la critique et qui fait penser que la NVA est un parti qui exclut, pour ne pas dire le mot, un parti raciste? C'est une question que je me pose. Et enfin, je voudrais savoir, la question a été posée peut-être par Cheikh Fida. Nous sommes ici dans un débat, mais parfois aussi c'est un deal indirect. En mai 2014, il y aura des élections. Qu'est-ce que la NVA? Parce que nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Nous avons rencontré des politiciens dans ce pays. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inoculé le virus de la politique quand j'arrivais en 2003 pour des études. Il est là, l'abbé Gilbert Yamba. Qui est-ce qu'on n'a pas rencontré? Aussi bien au nord qu'au sud. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas promis? Et à chaque fois,
nous sommes dribblés. C'est vrai, moi je l'accepte, c'est le jeu politique. Mais qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, si nous, malgré les marches de 2011, où nous avions fait circuler avec les drapeaux de la NVA, si aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2014, nous votons NVA, qu'est-ce que la NVA va faire pour nous? Pas pour nous qui sommes ici directement, mais pour notre pays d'origine. Ça sera écrit où? Et comment est-ce qu'on va le vérifier? Merci beaucoup.